Un bon soir, le diable, descendu sur terre à la chasse à l'âme en peine, se retrouve par pur hasard au-dessus des îles de la Madeleine. Il regarde au sud, il regarde au nord, rien. Il regarde à l'est, il regarde à l'ouest, rien. Que de la mer, que de l'eau. Pas homme qui vive, rien qui bouge. Il regarde en haut, que le maudit ciel. Il regarde en bas, 2 pieds 3 pouces en dessous de ses sabots. Il voit la croix de l'église de Fatima. Comme il a horreur des croix, des coqs, des cloches, puis surtout de Fatima, il se laisse planer songeur vers la dune en voyant un banc de maquereaux. Puis, fatigué de son voyage, il se dit que même le diable a bien le droit de se reposer. Belzébuth, assis sur une butte, jouant le touriste incognito, entend, venant du fond du bord, chez Gaspard, un son de violon qui a l'air de faire des étincelles puis de brûler des semelles dans un boucan d'arc-en-son. Qui osait ainsi déranger le prince des ténèbres d'un sol, d'un ré, de la et puis d'une chanterelle? Jamais de mémoire de démon. Depuis que le bon Dieu a fait abandonner sa création, il n'avait entendu si beau mariage de son entre le crin et l'acier, entre l'animal et le métal. Personne ne pouvait jouer de cette façon sans être possédé du démon. Il lui fallait cet homme. Qui était donc cet homme? Le menton soudé au violon, piaffant du talon comme un étalon, les yeux fermés en transe, avec un pouvoir si grand que dans la salle de danse, on avait d'ouïe, on avait Dieu que pour lui. Tout le monde, l'air pendu à son archet, semble condamné en fil au gibet, prêt à faire le grand saut. C'était l'homme qui jouait du violon, ou le violon qui jouait de l'homme. L'archet, baguette magique, faisait de ce duo infernal un seul instrument de chair, de bois, de sueur pis de sang. Aux premières mesures du ril du diable. En parlant de la bête, on y a aperçu la tête. Belzébuth est entré dans le bord en coup de vent du nord. Et c'est le cas de le dire, tout le monde est resté gelé sur place. À mesure qu'il avançait sur la piste de danse, il laissait sur les planches de bois franc usé des pistes, comme marquées au fer rougi, de sabots de bouc étampés. Il s'est planté devant le stage, puis il a dit « Who the hell are you? » Parce qu'il se passait aux États-Unis. « Where did you learn to play the fiddle so well, mon bel ami? You're just as good as me, goddamn. » Il se croyait aux USA, en Louisiane. Aurélien, pas énervé, même pas surpris, lui a répondu dans son accent ben à lui. « Premièrement, madame, je suis pas ton chum. Deuxièmement, beau parleur, si tu joues aussi bien du violon que tes jaseurs, ben, tire-toi une chaise puis fais-nous peur. Troisièmement, ben, c'est pas de mes affaires, mais si t'es pas content, t'as l'air du diable, ça fait que retourne en enfer puis sac ton camp. » Le diable est venu rouge, comme le diable. Et c'est là qu'il a ajouté « Jette un œil dans les S de ton violon, pauvre mortel. Tu y verras gravé le nombre de la bête, le chiffre 666. » Sache que ce trésor de maître que tu tiens dans tes mains de rustre est l'œuvre d'Antonio Stradivarius. C'est le premier violon des 1100 qu'il a fabriqué. Il avait 22 ans quand, en 1666, à Crémone, je lui ai donné la recette secrète d'un vernis magique fait à base du sang et de l'eau de toilette charnel numéro 6 d'une belle démone qui allait donner à ses instruments leur couleur unique et une sonorité inégalée à travers le temps. Comme moi, Belzébuth, je ne donne jamais rien pour rien.
The Great Antonio, Stradivarius, a signé de son sang un pacte stipulant qu'à partir de cet instant, chaque musicien, à part lui, qui jouerait sur ce violon maudit, rendrait son âme au diable, deviendrait le fidèle sujet de mon boss, Lucifer, et brûlerait pour l'éternité dans les feux de l'enfer. Et comme a dit un certain mortel nommé Alan, Woody de son prénom, l'éternité, c'est très très long, surtout vers la fin. Le maléfice ne serait levé qu'avec la mort du 666e musicien. Alors, dans un rictus infernal, Belzébuth a sifflé à Aurélien « T'es le 666e. T'as pas de veine. » « Wow! Mon sang coule encore dans les miennes, » lui a répondu Aurélien. « Prends ça mou, le Yankee pyromane. Écoute-moi bien, le tison braisé. Je te propose quelque chose entre toi et moi. Mon chum Bertrand va te passer son violon, puis on va s'asseoir l'un à côté de l'autre. Puis à minuit, on va commencer à zigner puis à riler. Si t'arrêtes de jouer avant moi, le charbon rissolé, eh ben tu l'as direct dans le trou, ton Wentago. Si tu sais pas où c'est, je peux t'en indiquer l'entrée avec le bout de mon pied. À partir de là, tu débarques de l'estrade, tu me laisses mon âme et puis mon strade, et puis tu retournes Méphisto Presto d'où c'est que tu deviens. Saisis-tu mon propos, l'attisé des copeaux? Oh, Belzébuth aimait jouer gros. Après tout, c'est lui qui avait eu le premier l'idée des lotos puis des casinos. Il cherchait les défis. Surtout quand il était sûr de les gagner. Ça fait qu'il a fait ni un ni deux. Il a regardé Aurélien dans le blanc des yeux, puis il a dit « Fais ta prière, le yodeleux. Attache ta tuque, puis boutonne ton côte. Ta dernière soirée va commencer. » Assis sur deux chaises droites, côte à côte, l'un en sabot de bouc, puis l'autre en souliers ferrés, Satan puis Aurélien à minuit tapant ont commencé à frotter une suite de medley dont on se souviendrait longtemps. Des G, des two-step, des bourrés, l'oiseau moqueur jusqu'aux quatre coins de Saint-Malo, de Zorba à la danse des canards, en passant par Stairway to Heaven puis Ferme-les honk-tonk. Ni l'un ne mollissait du Joret, ni l'autre du Mollet, ni les deux de l'Archet. À 4 heures du matin, Hubert Arsenault, le propriétaire, a sorti de derrière son bord. Il a flashé les lumières, puis a crié aux deux musiciens, puis aux spectateurs soudés sur les chaises. « Hey, ciboire, j'ai pas envie de perdre ma licence, ça fait que allez faire le diable dehors! » Les deux violonneux, sans arrêter la partie, ont enligné la sortie. La foule de pêcheurs puis de bons vivants, sous les drills puis de bière, s'est levée d'un seul élan pour s'engouffrer dans la porte d'en avant, derrière le duo d'enfer. Il y a des pêcheurs qui lèveraient pas de cage en homard ce matin-là. Hey, c'est peut-être pour ça que le soleil avait l'air gêné. En tout cas, il rougissait comme un homard ébouillanté. Rendu dehors, sur le perron, en face de la baie de Plaisance, les deux joueurs en cadence tiraient du poignet avec leur archet sur la table de le violon en cassant du crin de jument. On aurait dit deux cavaliers fous cravachant le motu au sang dans un rodéo dément. Aurélien, qui commençait à fatiguer, s'est dit qu'il serait mieux assis. Ça fait qu'il a invité le Charlot à aller s'asseoir avec lui sur le siège arrière de sa Pontiac 1966 convertible bleu poudre, en lui faisant signe de son archet, puis en continuant de jouer en pizzicato une valse en dos. Puis il a dit à Bertrand d'Arras, « Prends la roue, et puis fais-nous faire un tour. » Le diable a dit, « C'est pas utile. » Puis en disant ça, la Pontiac est partie ses petites heures en faisant crier cette heure. Vous voyez le portrait? Deux violonneux assis sur le siège arrière d'une minoune décapotable bleu poudre qui joue, et puis qui joue, et puis qui joue au coude à coude. Puis le char qui file à 200 à l'heure, sans conducteur, vers la Pointe-aux-Loups. On les a plus jamais revus dans le bout. Ah ben oui, ben j'y pense. Le dernier à les avoir vus, c'est Tancrède. Hé, Tancrède a timé à chose à Odila. Ces jours-là,
qui a arrêté de boire pour de bon. Il reste à Gros-Île. Il a dit que samedi matin-là, en buvant tranquillement sa première grosse molle de la journée assis sur le quai, il a vu, de ses yeux vus passer, une Pontiac convertible, bleu poudre, 1966. Pas de chauffeur, avec 2 gars qui jouaient du violon assis sur le siège en arrière. Jusque-là, c'est pas pire. Mais arrivé au bout de la route, où est-ce que c'est marqué « Fin dead end », le char s'est envolé avec l'élégance d'un goéland qui décolle face au vent. Il a fait un grand tour. Il a passé au-dessus du quai, puis il est reparti nord-nord-ouest en direction de la Gaspésie. Tancred a dit que tout d'un coup, dans le lointain, il n'y avait plus rien qu'un violon qui jouait. C'était Orange Blossom, le rire du train, puis que ça sonnait comme Aurélien. L'histoire que je vous conte ici est arrivée au début de juin 1986. Cette même fin de semaine-là de la disparition de la Pontiac volante, la flèche puis le coq de l'église de Sainte-Thérèse de Gaspé s'étaient mystérieusement envolés. Un trappeur des environs, attiré en pleine forêt par des sons de violon, s'est dit « Je veux bien croire qu'un érable, ça peut être un violon en puissance, mais tabarnance. » Il a découvert dans une bouillée d'érable pis de sapin une vieille Pontiac convertible bleu poudre 1966. Puis comme à des kilomètres en ronde, il n'y avait pas de chemin, il fallait qu'elle soit tombée du ciel. Puis planté dans la banquette arrière, il y avait une flèche en fer qui transperçait la cuirette. Comme avait dit Aurélien, le diable avait eu drette dans le trou de son Wentago. Puis en dessous de la vieille auto, on a retrouvé le coq de l'église de Sainte-Thérèse de Gaspé couché sur le côté, dans un tapis tête de violon. Puis Aurélien? Aurélien Jonf, violonneux céleste. On l'a plus jamais revu en vie depuis ce mois du 6, 86. Mais aux îles de la Madeleine, puis dans la baie des Chaleurs, c'est loin d'être une histoire triste. Parce qu'on sait qu'il joue encore du violon quelque part, puis qu'il s'arrêtera plus jamais de jouer. Puis pour lui, l'éternité, hélas, c'est comme la vie, hein. Ça va être encore trop vite passé.